Rapprochez-vous de la nature avec Columbia. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans. Pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fière d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette 6e saison. Les baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, lesothers.com, pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. Jean-Marc Rochette est l'un des plus grands auteurs de bande dessinée français. Avec l'ouvrage La Dernière Reine, qui trône fièrement dans les vitrines de toutes les librairies, il vient de clôturer en beauté sa trilogie alpine, débutée en 2018 avec son autobiographie Aile froide, altitude 3954, et poursuivie l'année suivante avec Le Loup. Mais avant de rencontrer son public, Jean-Marc Rochette a d'abord dû se trouver lui-même. Pendant sa jeunesse à Grenoble, il calme son tempérament rebelle grâce à l'alpinisme. Comme ses copains, il veut devenir guide de haute montagne et faire ses gammes dans le massif des Écrins. L'objectif suprême, la face nord d'Aile froide, magnifique et réputée très difficile. Mais son parcours est semé d'embûches. Coup sur coup, 2 accidents vont faire basculer sa vie dans le chaos et l'éloigner de la montagne pendant près de 40 ans. La chair et l'esprit marqués à vif. Mais c'est parfois quand on touche le fond qu'on peut entrevoir la lumière. Enfant, j'étais passionné par le dessin, bien que je dessinais un peu, beaucoup, mais tous les enfants faisaient ça. Et puis petit à petit, bizarrement, je me suis intéressé à la peinture aussi, parce que ma mère avait 2 livres, un livre sur Pissarro et un autre livre sur Van Gogh, et je regardais ces livres, et je trouvais ça particulièrement mystérieux et étrange qu'on puisse faire des choses pareilles. J'avais un oncle qui était un collectionneur de peinture. Il s'est mis à collectionner des tableaux, mais avant de collectionner des tableaux, il faisait de la peinture sur le motif, des paysages, avec un ouvrier qui habitait à côté, qui peignait très bien, quoi. Et je voyais tous ces deux adultes en train de se faire ça très sérieusement, et j'étais fasciné aussi, quoi. Donc pour moi, la peinture, c'est quand même un objet qui avait de la valeur, en fait, puisque dans ma famille, on apportait de la valeur à une collection d'art. Je crois que j'ai baigné là-dedans, j'ai essayé, puis évidemment, c'est très difficile pour un enfant de peindre. Et puis alors, il y avait ce fameux musée de Grenoble, place de Verdun, et donc j'y suis allé, et donc j'ai commencé à regarder. Je regardais les Urbarans, je regardais tout ça, et j'étais surtout fasciné par l'art dit moderne, Picasso, Matisse, ça me paraissait plus accessible. Et donc je suis tombé sur Soutine, un peintre encore plus accessible pour un enfant. Et le fameux tableau, c'est le bœuf écorché, il en a fait 3. Et puis il y avait un petit paysage aussi de Soutine. Et je sais pas vraiment pourquoi je me suis intéressé à ce tableau, parce qu'il était puissant, je crois. Et puis il y avait un côté enfantin dans la peinture de Soutine, en pleine pâte et tout ça, ça m'a plu. Et puis après, je me suis intéressé au personnage lui-même, et alors là, j'ai été fasciné par l'homme, quoi. Ça m'a paru un objectif de vie, en fait, de peindre. À Grenoble, bon, il y a des montagnes au bout de chaque rue, comme on le sait. Et puis, je me souviens assez bien, c'était un jour où ma mère a décidé qu'on allait faire une balade. Et en fait, je sais très bien où c'était le lac Achard. Achard, c'est un peintre, d'ailleurs. Et on est monté dans une forêt, et puis il s'est mis à pleuvoir. Et puis après, il y a eu une espèce de brume, et puis d'un seul coup j'ai senti les odeurs, et puis finalement on s'est un peu perdu sur les plateaux un peu plus haut, là dans le Beldon, et puis après les nuages se sont ouverts, et puis j'ai vu la montagne, et en fait c'est comme une révélation, littéralement. Je trouvais ça d'une beauté complète, quoi. J'ai repris le contact, je pense, avec les odeurs. C'était la pluie, ça dégageait des odeurs. J'ai senti comme une aventure un peu. J'étais perdu dans le brouillard. Il y avait un monde totalement civilisé en bas, et là, de seul coup, avec ma mère, on était un peu comme au début des temps. On aurait pu être
j'avais un peu peur de ce brouillard et je sais pas trop où on allait. Donc il y avait ce fait de se ressentir vivant parce que il y avait de la beauté, il y avait des sensations olfactives, il y avait et puis d'un seul coup cette déchirure, ce soleil, enfin tout ça était magique en fait. D'un seul coup je me suis senti profondément vivant quoi. Je sais pas comment dire, on sent que le monde a de l'esprit quoi. Enfin, voilà. Et je l'ai senti ce jour-là. Et puis après après j'ai voulu retrouver cette sensation, quoi. À partir de ce moment-là, je suis un peu tombé dedans, comme Obélix dans la marmite, quoi. Et après, je lui demandais qu'on y retourne, et puis j'étais attiré. Après, j'ai commencé à lire, et puis à regarder les montagnes qu'il y avait un peu plus haut. Et puis à Grenoble, c'est assez facile de tomber sur des gamins qui grimpent, parce que c'est un peu... il y a beaucoup de gens qui grimpent à Grenoble, donc après j'ai rencontré des jeunes camarades et voilà, et après je devais avoir 14 quand j'ai commencé quoi. À l'école, moi j'avais un problème, c'est que j'étais dyslexique, hein. C'est-à-dire que dyslexie, maintenant c'est très connu, mais je confondais les lettres en fait. Hein. Tu confonds les P, les M, je sais plus quoi, les S, les C, bref. Et j'étais quand même un dyslexique lourd. Donc en fait je passais pour un débile mental. Hein. D'où le fait que je me suis mis à grimper, parce que là la dyslexie tout le monde s'en fout, et à partir de 15, 16, 17 ans je me suis vraiment mis à grimper quoi. Je me suis dit que c'est mon truc. J'ai laissé un peu tomber le dessin d'ailleurs, hein, pour vraiment m'axer uniquement sur l'alpinisme. Alors après, tu t'entraînes. Hein. J'étais plutôt avec des petits copains à moi qui étaient plutôt des pas très bons à l'école, quoi. Donc on voulait devenir guide. C'est un métier qui nous paraissait enviable. Pour devenir guide, à l'époque, ça n'a pas changé. Il fallait aller à l'ENSA à Chamonix. Mais avant, pour aller à l'ENSA, il fallait faire ce qu'on appelle une liste de courses. C'est-à-dire, t'arrives pas à l'ENSA comme ça. Il fallait avoir un certain nombre de courses sur sa liste. Donc pendant 3 ans, même avant, hein, j'ai dû commencer à 15-16 ans, j'ai collectionné les voies, quoi. Alors de plus en plus dur pour arriver avec une liste, disons, digne de ce nom. Et comme moi je voulais être guide dans les écrins, j'avais surtout des voies qui étaient dans les écrins, ou alors un peu... Comme je suis de Grenoble, beaucoup dans le Vercors aussi, et puis un peu en Chartreuse. Et donc, au bout d'un moment, on a suffisamment de listes, de courses, et on va présenter voilà, quoi. Alors après, on est jugé sur la qualité qu'on a en glace, en rocher, tout ça, quoi. Alors, le massif des Écrins, ici, c'est un massif qui est très étendu en surface par rapport au Mont Blanc, qui est beaucoup plus raide, beaucoup plus compact, beaucoup plus haut aussi. Ici, c'est de nombreuses vallées. Donc il est assez mystérieux parce que il est très étendu. C'est du granit. Il y a très peu d'arbres. C'est quand même une étendue assez désertique. C'est un endroit qui est très sauvage. J'ai grimpé avec Sampé parce que Sampé il était au CAF, hein, et donc il avait tout le matériel et tout ça, et donc il m'a amené à Fontaine. La première voie que j'ai faite, ça s'appelle la voie des trois longueurs. C'est les 3 longueurs, donc j'ai fait ça en second derrière lui, et puis j'ai eu évidemment, ça m'a passionné de mettre, enfin à l'époque c'était mettre une corde, tout ça, j'avais l'impression d'être devenu adulte d'un seul coup, un casque et tout ça, j'étais un petit chevalier là. Et donc ça m'a plu, et puis après j'ai jamais arrêté. Donc Sampé, il passait tous ses étés à La Bérarde, hein, qui est au centre du massif des Écrins, et ma mère, elle louait un appartement dans ce petit village, et donc on était côte à côte. Et donc à partir de ce moment-là, on allait grimper ensemble, quoi. Donc on a commencé. Je me souviens de voies comme les Génépis, en face est. Et je me suis régalé avec lui. En plus, il était très, très marrant, très amusant. Alors, il est rigolo parce qu'il étudiait les topos. Alors, je voyais où il me donnait la première longueur, où il prenait la première longueur. Et puis après, je m'apercevais que la plus belle longueur, la plus dure, il la faisait en tête, quoi. C'était pour lui, quoi. Donc, à chaque fois, quoi, il avait une capacité à bien préparer ses coups, quoi. Moi, c'était mon but, c'était d'être guide. Je me visualisais pas comme un très grand alpiniste. Hein.
J'avais pas d'envie d'exploit particulier. J'étais un peu comme les guides que je vois autour de moi qui amènent des clients. Ça me paraissait un métier avec et moniteur de ski, ça me paraissait enviable. Alors malgré tout, je voulais faire des voies dures, mais je me suis jamais vu comme un type qui voulait devenir J'étais pas dans la compétition en me disant putain je vais devenir le meilleur quoi. Et puis je pense que j'étais pas suffisamment névrosé ou fou furieux pour pouvoir. Pour moi, il n'y a pas une montagne qui mérite qu'on perde sa vie. Ça me fait toujours beaucoup de peine quand j'entends qu'un grimpeur est mort en montagne, quoi. Ici, il y a des gens qui ont une expression qui est assez jolie. Ils disent il y a 100 voies sont pour toi, mais il y en a une qui est pour la montagne. Sous-entendu, pendant 100 fois ça va bien se passer. Il y en a une, ça sera pour la montagne. Ça suffit. Il s'avère que la façon d'Elfroide, elle donne en dessus du Carlet. Le Carlet, c'est très central dans cette vallée, et donc j'étais tout le temps au pied, quoi. Chaque fois que tu vas à Temple-Écrin, ou si tu vas à la Pilate, ou si tu vas sur le Chardon, tu passes toujours par ce Carlet qui est plat. Et au fond, tu as la façon d'Elfroide qui te domine, de 2000 mètres. Et donc, elle est impressionnante. Et puis, à l'époque, il y avait eu un aura, on disait que c'était la Walker de Loisan, donc c'était la Davy Gervasuti, c'était la voie un peu emblématique du coin. En plus, on la voit de la Bérarde, donc je voulais faire cette voie. Et alors, avec Sampé, on regardait ça, puis pas avec Sampé, avec tout le monde. D'ailleurs, c'était la voie que j'aurais aimé faire, quoi. Et donc, on s'était dit, on va faire ça, quoi. La face nord d'Elfroide, elle est assez allongée, c'est-à-dire que c'est un mur qui s'étend de l'est à l'ouest, qui barre entièrement le Vénéon. Effectivement, on peut la voir comme une aile, elle est assez longue et crénelée vers le haut, donc on peut voir ça comme des plumes. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelée Elfroide. Alors elle est très sombre, parce qu'elle est en pleine face nord, c'est granitique. Et il y avait trois voies, si on veut, à mon époque. Tu avais la voie centrale qui était la Davy Gervasuti qui monte sur un pilier au départ. Après, il y a des dalles et puis ça sort dans des goulottes. Et puis, il y avait une voie qui s'appelait la voie des plaques. Donc, c'est 2 plaques de neige successives qui sont l'une sur l'autre avec un passage en granit au milieu, très difficile. Une voie marmier. Et puis, à droite, il y a la voie Glacier-Long qui est en face nord, mais qui sort pas au sommet. Et donc, c'est une espèce d'agencement de granit et de glace, mais c'est plutôt rocheux. Et alors, comme partout dans l'Oisan, elle est très bruyante parce qu'il y a beaucoup de chutes de rochers, quoi. Pour certaines personnes, c'est carrément l'enfer, en fait. Pour moi, c'était la porte d'entrée, disons, chez les professionnels. Quand c'est capable de faire la face nord d'Elfroide sans guide, à 2, tu peux estimer que t'as le niveau. Voilà, pour moi, c'était surtout une fête de dire, quand j'aurais fait ça, je passerais dans une autre catégorie. C'est-à-dire, je passerais dans la catégorie des grosses voies, quoi. Donc, pour faire cette voie, je suis avec Bruno Chardin, qui est un jeune camarade qui habite ici, dans la vallée, à Bourg-d'Arru. On doit partir très tôt le matin depuis Temple-Écrin, donc on démarre, c'est minuit en fait. L'approche pour aller de Temple-Écrin jusqu'à Glacier-Long, c'est très long. C'est à flanc de montagne et ça dure. Théoriquement, tu peux mettre 2h30 pour faire ça. Mais nous, on fonce comme des fous. On arrive en bas, il fait nuit, il y a une espèce de glacier au pied, et donc on s'équipe. J'ai un uniforme. Enfin, je grimpe toujours avec un uniforme. Moi, j'ai un sac Carrymore. Ça a été un sac anglais, bleu et rouge. J'ai une veste d'escalade Clavel, qui était un fabricant de Grenoble qui n'existe plus. J'avais des bas, des chaussettes rouges, des super guides à l'époque. On avait des super guides, super godasses, galibier. Très difficile à former. On souffrait le martyre pendant 6 mois, mais alors après, c'est des pantoufles. Les crampons, j'avais des Macalus. J'avais un Piolet Simon 720 et un Condor. C'était le matériel top de l'époque. Autrement, on avait des mousquetons, des cordes, et j'avais un casque, évidemment, le casque Galibier. Tout le monde avait le même, il y en avait qu'un, blanc. Donc on grimpe dans la nuit à la frontale, et puis finalement on tape sous des séracs.
parce que ce glacier était très épais, très gorgé de glace. Au début des années 70, là, il y avait beaucoup de glace aussi. Donc on traverse sur de la glace vive, donc on met des broches, on commence à tirer des longueurs. Et puis on chemine comme ça, on va assez vite. Et puis finalement, on tape sur une rimée, quoi. C'est la grosse crevasse sommitale, terminale dans le glacier. C'est au moment où le glacier s'accroche au rocher et au moment où ça casse, en fait. Dans ce cas-là, elle est spéciale parce que c'est une rimée qui barre littéralement le glacier long. Donc là, il y a une grande rimée, elle était très connue. Il y a même des photos, les gens se prenaient en photo dans cette rimée parce qu'elle devait faire au moins 10 mètres de haut. Et là, Bruno attaque en tête. À l'époque, on grimpait en artif, en glace. C'est-à-dire, le matériel était moins bon, donc je le vois, il commence à monter sur des étriers. Et, bref, ça prend un peu de temps. Et puis moi, je regarde la rimée, je me dis, putain, elle a une sale gueule, cette rimée, parce que c'est vrai c'était énorme, elle était gigantesque, et très très profonde, enfin, moi, j'ai un sentiment vraiment néfaste vis-à-vis de cette rimée, quoi. Bon, bref, il finit sa longueur, il m'appelle, je passe, tranquille, hop, en second, et tout. Puis après, on continue, il y avait des pentes sommitales qui étaient beaucoup plus légères. Et puis on arrive au col. Et là, on est pris par le soleil. Il fait super beau. On regarde ça, on était tout contents. On avait fait ça très vite, très bien, impeccable, zéro problème. Donc on mange, on rigole, on chante des chansons à la con, beaucoup de joie. Et puis d'un seul coup, on se dit que finir au sommet, l'arête ouest, ça se dit non. Non, finalement, on va redescendre parce qu'on pouvait redescendre de là. Il y avait un peu de neige avant en face sud, dans la descente, il y avait un petit couloir de neige assez raide pour rejoindre un éperon rocheux. Puis je me suis dit, on va traverser par là, et après on sera sur l'éperon rocheux, on sera tranquille, quoi. Et donc je passe devant, je teste un peu, et la neige est mouillée, elle est transformée par la chaleur. Donc je m'engage et je m'aperçois très vite que je botte, en fait. C'est-à-dire que la neige se colle sous les crampons. Et ça fait une espèce de boule de neige. Alors de la neige sur de la neige, ça tient plus rien, en fait. Et donc il faut débotter, c'est-à-dire qu'il faut prendre son piolet et taper avec le piolet sur la chaussure. C'est-à-dire ça donne un choc. Et à ce moment-là, la neige lâche le crampon et on se retrouve avec un crampon libéré de la neige et à nouveau il va tenir. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est le faire à chaque pas, tout le temps. Mais oublier une seule fois, c'est la glissade. Et le problème de l'alpinisme, c'est que une seule erreur, c'est pas la peine d'en faire 10. Une seule suffit. Je dis à Bruno, fais gaffe, ça botte, fais attention quand même, ça botte, quoi. Et donc je débotte à chaque fois, pac, j'avance, quoi. Et j'étais presque arrivé, j'avais presque traversé cette espèce de couloir qui après devenait très raide. Et lui, il est derrière moi, et d'un seul coup, j'entends, je sais pas quoi d'ailleurs. Et parce qu'il crie pas, il dit rien, mais en fait il tombe. En fait, il part dans la pente et je me retourne et je me le vois, et je me dis il va s'arrêter, en fait. Le piolet, on peut faire ancrage et puis ça, on peut s'arrêter. Mais la neige est tellement mouillée, je vois, il prend de la vitesse. Et moi, je plante mon piolet, mais jusqu'à la garde, parce que je me dis, de toute façon, je plante tout le manche dedans, et puis je me tiens comme ça. Je voyais pas trop quoi faire d'autre, donc je marque brute là-dessus. Et là, bam! Le choc, il est vraiment important, et en fait, il m'arrache complètement, quoi. Et là, il m'arrache, je lâche le piolet, donc je me retrouve complètement désarmé. Et lui, il me tire, et puis là, je m'aperçois que c'est très raide, en fait, ce couloir, et finalement, il est raide, et on prend de la vitesse, quoi. Donc lui, il est devant moi, il me tire, et moi, d'abord, je pars la tête en avant, puis je me remets, je me dis, je vais pas continuer comme ça, la tête en avant, je me remets, puis là, je vais très vite. On m'avait appris qu'il fallait surtout pas essayer de s'arrêter avec les crampons aux pieds, parce que ça te bloque, et puis tu repars et tu te mets à bouler. Donc en fait, je suis complètement désarmé, je suis sur le ventre et j'attends l'arrivée, quoi. Enfin l'arrivée, parce que on sait pas où il finit ce couloir, quoi. On est quand même à près de 3008 ou 3006. Et en fait, je me dis je crois que je vais mourir là. Et je me dis c'est la fin, quoi.
Et alors, dans cette option-là, quand tu commences à penser que tu vas mourir, c'est long, parce qu'une glissade, c'est long, quoi. T'as le temps de cogiter. On a dû glisser sur, je pense, 150 mètres, ouais. Je me dis, mais t'as 18 ans, tu vas mourir. Et je me vois en tant que... Je me dis, c'est pas possible, t'as un avenir de dessinateur, quoi. Ce qui est absurde, parce que j'étais très mauvais dessinateur à l'époque, j'avais aucun... Et donc, cette espèce de flash, comme je dis, j'ai pas pensé, je vais pas avoir d'enfant, je vais pas connaître l'amour, ou je sais pas, c'était ce truc du dessin, c'est le dernier truc que je m'accrochais à ça, quoi. Là, je vois qu'en bas, Bruno a tapé dans un pierrier, en fait. Parce qu'il y a un pierrier qui bloquait un peu cette descente. Donc, il tape dans le pierrier, et j'arrive sur lui, direct sur lui, quoi. Les crampons en avant. Donc je me dis, je vais le percuter derrière je vais le percuter à la tête, hein. Je vais le tuer, quoi. Et donc là, j'arrive à donner un coup, à taper dans un rocher, là. Ça, ce qui fait que je l'évite un peu. Et on s'arrête dans les cailloux, juste avant le vide, quoi. Alors là, déjà, tu te demandes si tu marches, en fait. La première réaction que j'ai eue, c'est est-ce que j'ai la colonne vertébrale cassée? Est-ce que j'ai une jambe cassée? Donc tu te dis, oh bah non, ça a l'air de marcher, quoi. Je sens que j'ai mal un peu à la cheville, parce que j'ai vu comme j'ai tapé sur le rocher, j'ai mal à la cheville. Et par contre, lui, il est assez sonné par la chute. Et surtout, je lui ai ouvert le bras, quoi, en fait, parce que j'ai raté la tête, ou alors j'ai évité la tête plutôt, et je lui ai pris le bras, quoi. Et donc on se retrouve là-haut. On n'a pas de portable, on n'a rien, quoi. Et lui, avec le bras ouvert, ça saigne pas, en fait. C'est ouvert comme si je lui avais donné un coup de lame de rasoir, en fait. Je lui ai ouvert la viande et je vois l'articulation, mais je me déshabille et puis je prends mon t-shirt, hein, que je coupe je le coupe en lambeaux, quoi. J'en fais une bande et puis je lui fais un pansement, quoi. Et puis je lui dis, je vais remonter, il faut que j'aille chercher mon piolet là-haut. Et on monte. Et puis là, je lui dis, si tu veux, je peux aller chercher tu restes là, moi je vais descendre, je vais aller jusqu'au refuge. Le refuge de la Pilatte, il est un peu en dessous, c'est une galère pour y arriver, mais... Et lui, il dit non, parce qu'à l'époque, c'était impossible pour les deux petits, d'arriver à la Bérarde en hélicoptère, c'était une honte. On n'a même pas idée pour des gamins. Il fallait arriver debout, quoi. Donc il me dit non, j'ai pas question d'hélicoptère, tout ça. Bon, ok, donc on démarre tous les deux. Et là, on repart on repart. Et puis là, ça en finit plus. En fait, on descend, on se fait coincer encore dans une moraine. Les cailloux, les conglomérats de cailloux tenus par du sable, et qui bordent les glaciers. Ça tient rien, en fait. C'est du rocher, c'est des tas de cailloux tenus par une espèce de mortier de sable et tout. La moraine est très raide, il descend trop bas. Moi, je suis un peu plus méfiant, je reste un peu en dessus, puis d'un seul coup, je vois qu'il est en train de glisser dans la moraine. Donc il va retomber là, parce que là s'il tombe dans la moraine, elle est sacrément haute, quoi. Donc il arrive à se bloquer, il commence à gueuler pour que je sorte la corde, c'est moi qui ai la corde. Donc je m'arrête, je sors la corde, je balance la corde et je le remonte, quoi. Mais là, quand il arrive, il est à bout. Parce qu'il a failli se foutre sa gueule en deuxième fois, là. C'était la limite de la limite dans la glissade, mais là, dans la moraine, ça recommençait, quoi. Et là, il craque, en fait. Là, il craque. C'est vrai que je vois bien qu'il n'en peut plus, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui dis, écoute, on va continuer plus loin, on remonte le long de la moraine, et puis à un moment, je vois que la moraine est un peu plus étroite, mais encore trop raide pour pouvoir descendre à pied, sans prendre de risques, et donc je le mets en bout de corde et je le descends en moulinette, je le descends je descends de 30 mètres pour qu'il arrive en bas. Et à ce moment-là, c'est moi qui tire un rappel en dessus d'un gros caillou, il y avait rien d'autre, parce que une moraine, tu peux pas mettre ou alors il faudra avoir un pieu de 2 mètres. Donc je me mets autour d'un caillou, je descends sur ce caillou et tout. Et puis on arrive en bas, on remonte, parce qu'après il faut remonter pour aller au refuge de la Pilatte. On a du sang de partout, enfin plus ou moins. Et on arrive, je vais chercher une citronnade parce qu'on veut boire au truc. On repart.
On arrive à la Bérarde après la marche et donc on est arrivé à 10h le soir. Ma mère était vaguement inquiète, pas plus que ça. Mon beau-père, à l'époque, prend la bagnole et ils amènent Bruno à l'hôpital de Grenoble. Je crois qu'il avait 6 de tension quand il est arrivé. Donc il était vraiment fatigué, quoi. Et donc après, on s'est plus jamais revus. Avec Bruno, on n'était pas des amis, en fait. Donc ça a rajouté, quoi. C'était des cordées qui, moi j'étais pas mauvais, il était bon, on se mettait ensemble. Je fais un peu de bric et de broc. Donc quand ça se passe mal, bon, ok, tu vas pas remettre ça, quoi. Et puis moi, ben voilà, c'était une journée bien particulière parce que je me suis retrouvé quand même, je me suis dit que j'étais passé à la limite. Et avec cette idée de dessin dans la tête qui m'a quand même travaillé, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de... Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est d'avoir 17 ans, d'être à la limite de la mort et de voir son avenir, en fait. Se dire, bah voilà, ton avenir, c'est effectivement d'être dessinateur. En fait, c'était un peu comme les histoires, vous savez, quand vous faites une prière au bon Dieu, si je m'en sors, je boirai plus, ou si je m'en sors, je sais pas quoi, j'irai à Lourdes, ou si je m'en sors, etc. Dans les dernières extrémités, tu fais ça. Et ben moi, c'était bon, ok, donc il va peut-être falloir que je dessine maintenant, puisque visiblement ça a été le deal. Cette histoire de dessin, c'est quand même un truc qui m'a travaillé, mais pas tant que ça, en fait. Je reprends mes mauvaises habitudes. Parce que en dessin, j'ai aucun avenir, en fait, pour être franc. Quand je dis que je veux faire du dessin, ok, je tombe, tu veux être dessinateur, mais je dessine... je suis pas bon, en fait. Voilà. Et donc, je m'en mets à grimper jusqu'à ce que j'ai un accident plus grave, là. C'est en 76, c'est l'année de la grande sécheresse. Je fais du solo. Je pose un rappel et je lève la tête et je me prends une pierre en pleine tête, quoi, qui va m'arracher toutes les dents. 7 dents en bas et puis casser les dents du haut, braser la mâchoire. Et donc j'arrive en bas du rappel, je descends un peu et là je pense que j'ai plus. J'allais cracher ma langue, quoi. J'étais vraiment, alors là pour le coup ça rigolait plus du tout, là. Et donc il y a un type qui arrive, qui venait s'entraîner à cet endroit-là. C'est un toubib, un étudiant. Il me prend dans sa bagnole. C'est une 4L et il m'emmène à l'hôpital de la Tronche, quoi. Voilà. Et donc je me retrouve après avec sur le billard, à y passer je sais pas combien 8 heures. Et je me réveille dans une chambre avec un type qui était en train de mourir d'un cancer de la mâchoire et moi, à l'époque, on donnait pas de morphine. Et donc, je souffre le martyre. Et là, alors là, le changement de mon existence, il se passe ce jour-là, quoi. Parce que déjà, tu passes moi, j'étais plutôt, disons, un beau jeune homme qui plaisait aux filles. Et d'un seul coup, tu te retrouves en Quasimodo. Donc déjà, là, t'as compris que tout ça est assez, pas éternel. Et puis la souffrance, j'apprends la souffrance, vraiment. J'ai compris ce que c'était que la souffrance. Et voilà, donc là, la vie, elle bascule complet, quoi. Enfant, peu importe, puisque j'ai perdu mon père en Algérie, donc j'avais quand même une vision assez noire. Mais après, la montagne m'a apporté ce blanc et ce bleu des sommets, une espèce de foi. Et puis cette foi, elle s'est transformée dans le sang, en fait. Je me suis retrouvé avec la gueule arrachée, à souffrir le martyre. Et donc je suis devenu cynique. T'as ceux qui meurent, t'as ceux qui continuent, qui deviennent des stars. Et puis t'as ceux qui ont un gros carton et qui arrêtent, quoi. Et je fais partie de ceux-là, quoi. Donc j'ai pris un gros carton et j'ai arrêté, quoi. Je me mets sérieusement au dessin. C'est comme une bouée de secours. Et donc au lieu de passer quelques heures comme ci par là à dessiner, je fais plus que dessiner. Et donc d'un seul coup, évidemment, quand tu focalises sur un objectif. En plus là, moi j'avais quasiment abandonné l'école, donc c'était marche ou crève. C'est-à-dire tu peux pas être grimpeur, bah maintenant il faut être dessinateur. Autrement tu vas te retrouver à un Nerpic où tu vas être magasinier, y a pas de sous-métier, mais c'était ça ou voilà quoi, ou une vie prolétaire qui m'inspirait pas des masses. Alors le premier succès, c'est Edmond le Cochon.
C'est-à-dire, on est dans une bande dessinée transgressive qui est très proche de Crumb, pour ceux qui connaissent. C'est Fritz the Cat, ça vient de la côte ouest américaine. Et puis, en France, on a Reiser, on a tout, mais, et voilà. Donc, c'est un personnage qui veut s'en sortir, absolument. C'est-à-dire, c'est un cochon qui est mis à la ferme et qui doit faire engrosser les truies. Il a une espèce de pacte avec tu meurs pas, mais tu fais que les truies sont grosses. Enfin, c'est un personnage absolument ignoble, quoi. Donc, ça me faisait marrer de montrer de l'humanité, c'est-à-dire. Et puis, ça a un succès, ça fait marrer les gens. C'est une époque un peu, on est dans l'époque punk. Et puis, donc, je monte sur Paris et je fais ça et ça fonctionne, à peu près. Et puis, le deuxième succès, celui qui me lance vraiment, c'est le transpersonnage. Je suis très jeune et c'est un scénariste qui s'appelle Jacques Loeb qui a 30 ans de plus que moi, qui vient me chercher, et là, ça fait un succès. Voilà. Et là, après, ma vie, elle est toute tracée. Aimons le cochon, c'est une vision de l'enfer, c'est une vision de la négation de l'humanité, de ce qu'elle a de pire. Et le transpersonnage, c'est une dystopie aussi. C'est aussi ce qu'il y a de pire. Pendant longtemps, j'ai vécu sur l'idée de ce qu'il y a de pire dans l'humain. Je peux dire que j'ai été une forme de purgatoire. J'étais à moitié vivant, en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens moi. Quand j'ai plus de foi, ni dans la beauté, ni dans le sens de l'existence, je picolais déjà beaucoup, etc., etc. J'étais dans un truc, ça va pas, quoi. J'avais plus rien à foutre de rien, quoi. « 35 ans après, je suis en Allemagne à l'époque. Je vis à Berlin et donc j'ai fait une peinture qui s'appelle Le Couloir parce qu'on m'a demandé de faire une exposition à Échirolles et j'ai dit que j'allais raconter l'histoire de l'accident, c'est-à-dire en fait c'est la corrélation des chairs en fait. Il y a la chair de la montagne qui a une structure, qui a une logique, et puis la chair humaine. Le sang, la blessure. Et donc ce tableau, c'est ça. En fait, c'est la cicatrisation entre la chair humaine et la chair de la montagne. Voilà. Ça c'est l'explication très simple du tableau. Donc c'est là où je fais ce tableau. Et en fait, ça me reconnecte avec ce lieu. Parce que je suis à Berlin, je suis parti parce que j'en avais assez de la France. Je suis parti pendant 10 ans à Berlin. Et donc je me suis remis à peindre mes montagnes d'une manière assez étonnante. À Berlin, qui est une ville très plate, et je me suis remis à faire de la bande dessinée de montagne à Berlin, et là, c'est là où je me suis dit, ok, le moment est venu de rentrer chez moi, quoi. Belle froide, en fait, j'étais avec Christine Cam, qui est mon éditrice, qui est maintenant ma femme. Je commence à lui raconter des épisodes d'alpinisme. Et comme c'est mon éditrice, elle est super intéressée. Elle me dit, mais c'est incroyable tes histoires là. Et elle me dit mais tu dois faire quelque chose. Et je suis très étonné parce que pour moi le livre de montagne c'est des livres d'exploits de types qui sont hors normes. Par contre l'idée me plaît et donc je commence là-dessus quoi. Ça a été très bien parce qu'en fait je me suis aperçu que j'écrivais parce que toutes les scènes de grimpe c'est tout moi qui ai écrit, donc je me suis aperçu que ma dyslexie était pas si grave que ça. Et on sort le bouquin sans s'attendre à grand chose en fait. Enfin un peu, moi je me suis dit ça va un peu marcher. Et alors ça a pas du tout un peu marché, ça a marché, j'avais jamais vu un succès pareil. Une fois que j'ai fait ce Telle froide, j'ai eu l'histoire d'un berger qui est passé derrière chez moi, qui avait eu une attaque à l'Anchatra. Il avait monté ses 600 brebis et c'est la première fois qu'il s'est fait attaquer par des loups et je crois qu'il a perdu, je sais pas combien, 300 bêtes. Enfin bon, il me raconte, c'était épique. Et donc ça me donne l'idée de faire une espèce de Jack London ici quoi. Et donc je raconte mon histoire de berger qui de conflit avec un loup blanc qui veulent se venger l'un l'autre. Et là rebelote, ça fait encore un carton quoi. Ah, je me suis dit bon alors là il y a vraiment un public et puis les gens ils aiment quand je leur raconte des histoires de montagne quoi. Et après je fais La Dernière Reine. Donc La Dernière Reine, c'est l'histoire du dernier ours du Vercors avec une histoire d'amour entre une artiste et un homme simple des montagnes. J'ai mis 3 ans pour la faire et là, pareil, à nouveau, encore pire, enfin encore pire, encore mieux, parce que il a été classé comme meilleur livre de l'année, toute catégorie, par lire.
Donc voilà, j'ai trouvé ma voie, alors que j'avais eu des succès assez épars avant. Depuis Elfrade, j'ai rencontré un public qui me suit. En fait, j'ai jamais décroché de la montagne. Je sais même pas comment j'ai pu vivre aussi longtemps sans vivre en montagne. En fait, c'est pour ça que ça marchait pas en même temps. Je niais qui je suis en fait, parce que avant tout, je suis un montagnard. Donc j'aime vivre ici, j'aime faire mon jardin, j'aime marcher, j'aime regarder les animaux. Donc à partir du moment où je me suis reconnecté avec ce que je suis, le public a adhéré. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il faut dire ce qui en est. Il faut laisser parler son cœur, vraiment ce qu'on a en soi, quoi. Effectivement, moi, pendant longtemps, je me dis mais quel chaos que mon existence, quoi. Et puis maintenant, à bientôt 70 ans, je vois le sens les choses se révèlent. En fait, je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça, quoi. Jusqu'à la souffrance. Par exemple, quand j'étais sur ce lit à 18 ans, les dents toutes pétées, en train enfin bon, je vous passe les détails. Tu comprends pas pourquoi tu comprends pas, en fait. Ça te paraît totalement injuste, quoi. Et puis finalement, si t'as la chance de vivre, si t'as la chance de passer à travers tout ça, tu comprends que c'est salvateur, ça t'a appris quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que les années qui me restent à vivre, j'aimerais peindre, j'aimerais sculpter, j'aimerais donner de beauté, quoi, de beauté non narrative. Quand on regarde un paysage, quand on regarde une femme ou un homme, peu importe, il y a un moment où on est empli d'une esthétique. Il n'y en a pas besoin d'histoire. Et pour moi, l'humain est fait pour vivre dans la nature. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est vivre ici, voir la beauté. En fait, on est fait que pour la jouissance. Et les seules jouissances que je connais, c'est l'amour et la beauté, c'est tout. Le reste, j'en vois pas d'autre. Le chose les plus importantes, c'est ça, quoi. Quelqu'un qui voit pas la beauté, quelqu'un qui sent pas le miracle de l'existence, et quelqu'un qui n'a pas connu l'amour, en fait, il a jamais été vivant. Il est jamais né, en fait. C'était juste il a eu une erreur, quoi. Il est passé au travers de tout ça. Il va pas mourir puisqu'il est jamais né, en fait. J'ai eu la chance de vivre suffisamment longtemps pour que mon métabolisme mental se revienne. Et puis j'ai eu la chance de refaire Elfrade surtout. C'était vraiment une renaissance. C'est-à-dire renaissance, revenir en montagne, me reconnecter avec ce qui m'avait fait, en fait. Ce qui m'avait donné du sens. Voilà. C'est assez logique. Parce que quand on parle de l'art de Rochette, on se dit c'est marrant, c'est très chaotique. Hein. Effectivement, moi, pendant longtemps, je me dis mais quel chaos que mon existence, quoi. Et puis maintenant, à bientôt 70 ans, je vois le sens les choses se révèlent. En fait, je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça, quoi. Jean-Marc Rochette est retourné vivre dans les écrins. Il a trouvé sa place dans un hameau coupé de la civilisation par les avalanches et les frasques de l'hiver pendant 3 mois par an. Il y repense son rapport au monde et publiera bientôt sa Robinsonade de haute altitude dans un livre baptisé Au cœur de l'hiver, à paraître fin mars 2024 aux Étages Éditions. Merci à lui de nous avoir reçus dans ce havre de paix pour nous raconter son histoire. Et merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de cette 6e saison. On espère que ces récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser une note sur vos applications de podcast. Cela nous aide beaucoup. Et bien évidemment, merci à toute l'équipe du podcast, à commencer par Thomas Fir qui s'est assuré de la réalisation, assisté par Nicolas Alberti. Nous devons toutes les musiques originales et les ambiances sonores à Nicolas Deferrand. Chloé Vibo s'est quant à elle occupée avec brio du montage, Antoine Martin d'un mixage de précision, et Clémence Accard, c'est moi-même, j'ai eu la chance de vous conter toutes ces histoires. Un grand merci à notre partenaire Columbia de nous soutenir dans cette aventure. On se retrouve bientôt pour une nouvelle saison. En attendant, bel été.